Alors aujourd'hui, on va voir un nouveau chapitre de management. Alors toujours dans notre dernière partie, là dans notre dernier thème, diriger et décider. Donc on est au dernier chapitre, les parties prenantes et les contre-pouvoirs. On a vu auparavant les décisions, le processus décisionnel, et juste avant donc les vacances, on a vu les styles de direction. Donc pour diriger et décider, il faut encore un petit peu qu'on regarde les parties prenantes et les pouvoirs et contre-pouvoirs au sein des organisations et donc de l'entreprise. Alors les questions qu'on va se poser, c'est quelles sont ces parties prenantes? On avait déjà vu un peu ça, les parties prenantes internes et externes. On va bien les identifier, quels sont leurs pouvoirs, voilà, et puis aussi réfléchir au terme de pouvoir, quels sont leurs pouvoirs, quels sont leurs contre-pouvoirs. Qu'est-ce que la gouvernance d'entreprise, dans l'entreprise, quand on parle de gouvernance, et comment la gouvernance répond-elle à la gestion des intérêts finalement des parties prenantes, puisqu'on a déjà vu que les parties prenantes ont des intérêts divergents dans l'entreprise. Alors les compétences qui vont être mises en œuvre, c'est que vous puissiez apprécier l'influence des parties prenantes sur le processus de décision, puisqu'on l'a vu abondamment, le processus de décision et le modèle IMC. Évaluer les enjeux liés aux intérêts des parties prenantes et analyser les modes de gouvernance. Voilà. Alors, ça c'est pour les compétences. Ensuite, nous allons voir donc deux grands points. L'influence des parties prenantes sur le processus de décision. On va les identifier en grand A, en grand B, pouvoir, contre-pouvoir et parties prenantes. Et enfin, donc, quand on aura pu les identifier et qu'on aura un petit peu travaillé sur ce que c'est que le pouvoir et le contre-pouvoir, on verra bien sûr leur influence au sein de l'organisation. Et dans une deuxième grande partie, nous verrons le mode de gouvernance. Donc, qu'est-ce que la gouvernance de l'entreprise? Quels sont les modèles de gouvernance? On en verra deux, la gouvernance actionnariale et la gouvernance managériale. Alors, l'influence des parties prenantes sur le processus de décision. Donc, on va voir aujourd'hui deux auteurs, donc un premier couple d'auteurs, si je puis dire, Seert et March, qui sont des Américains, des économistes et des statisticiens. Alors eux, leur rapport, c'est des disciples de Simon, donc on l'a vu dans le modèle aussi décisionnel. Ils se sont efforcés au travers d'un célèbre ouvrage Behavioral Theory of the Firm de donner un caractère un peu plus opératoire aux idées de Simon. Donc ils ont analysé notamment ce qui se passait, les tensions, les conflits, les relations qui pouvaient se passer au sein d'une entreprise. Ils ont déterminé que c'était un groupe de participants aux demandes assez disparates, bien que tous aient finalement, au final, intérêt à la bonne marche du système. Donc ils vont voir qu'il existe des négociations entre ces différents groupes de participants qui vont conduire à des prises de décision. Et ils vont travailler notamment sur la mise au point de procédures de résolution de conflits, en disant que chaque coalition, chaque groupement au sein de l'entreprise doit résoudre ses propres problèmes. Donc c'est ce qu'ils vont appeler la rationalité locale. Et ensuite, ils vont parler du traitement séquentiel des problèmes. Et il ne faut pas tout chercher à régler tout à la fois, mais il faut avancer pas à pas. Donc voilà, retenez que Seert et March sont des disciples de Simon et qu'ils ont travaillé sur les problèmes de tension, de relations de groupes de participants au sein des organisations, et donc ils ont pu mettre en évidence qu'il existait des différentes parties prenantes. Alors, ces parties prenantes, c'est-à-dire ceux qui vont agir activement en lien avec l'organisation, on va dire qu'elles désignent tout groupe influencé plus ou moins directement par les décisions de l'entreprise. Voilà, ça c'est à savoir bien par cœur. Donc les parties prenantes, ce sont ces groupes qui sont influencés plus ou moins directement par les décisions de l'entreprise. On voit ceux qui sont en interne et ceux qui sont en externe. Alors en interne, on les retrouve, les salariés de l'entreprise. Alors bien sûr, les salariés, c'est ceux qui créent la richesse. Sans eux, rien n'est possible dans l'entreprise. Donc on verra que la création de richesse va engager un certain nombre de relations de pouvoir et qu'ils vont avoir évidemment une compensation par rapport à cette création de valeur ajoutée. On parlera des délégués du personnel qui, dans les établissements de plus de 10 salariés, transmettent des revendications à la fois individuelles et collectives. Le comité d'entreprise qui est obligatoire au-dessus de 50 salariés et qui permet à ceux-ci d'être informés et assure leur participation à la gestion de l'entreprise. Et ensuite, nous verrons les syndicats,
qui sont les seuls habilités à représenter les salariés dans le cadre des négociations collectives et des conditions générales de travail. Enfin, nous avons évidemment les propriétaires de l'entreprise, ceux qui possèdent le capital de l'entreprise. On verra les distinctions entre les propriétaires à la fois gérants, dirigeants de l'entreprise, et puis lorsque l'actionnariat, le propriétaire, est séparé de la fonction de manager, de dirigeant de l'entreprise. Donc voilà, apparaît aussi une autre partie prenante, les dirigeants qui sont là parfois, donc qui ne possèdent pas l'entreprise, qui n'ont pas le capital de l'entreprise, mais qui sont là pour diriger l'entreprise. Donc salariés, délégués du personnel, comité d'entreprise, syndicats, propriétaires, dirigeants, ce sont l'ensemble des parties prenantes internes qui sont plus ou moins influencées directement par les décisions de l'entreprise. Au niveau externe, clients et fournisseurs, bien entendu. Donc l'objectif de l'entreprise, c'est de réaliser des profits, mais plus les prix de vente aux consommateurs sont élevés et plus le prix d'achat des matières premières sont bas, plus le profit est important. Et puis dans cette problématique, évidemment, le client, lui, ce qu'il cherche, c'est toujours le meilleur rapport qualité-prix. Quant aux fournisseurs, effectivement, ils sont très importants parce qu'ils connaissent bien le marché. Ils sont en lien directement, bien sûr, avec l'entreprise et ils souhaitent que l'entreprise fonctionne bien pour pouvoir, à terme, être périn. Alors, nous avons, en plus des clients et des fournisseurs, nous avons bien sûr ce qu'on appelle tous les consommateurs qui se réunissent sous forme d'associations de consommateurs, qui ont une force très importante puisqu'ils s'appuient sur l'opinion publique, et une loi depuis 40 ans les protège. Et enfin, il y a tous les acteurs de la vie civile, alors les organisations non gouvernementales, le gouvernement, la société civile en général, par ses communautés locales, par ses citoyens, qui influencent et sont influencés par les décisions prises dans l'entreprise. Enfin, dans les parties prenantes externes, nous avons bien sûr tous les organismes financiers, donc les banquiers, organismes d'emprunt. Alors, pouvoir, contre-pouvoir et parties prenantes. Alors, nous avons ici l'apport d'un nouvel auteur qui nous dit que le pouvoir n'est pas une chose que certains ont et d'autres pas, mais que tout le monde est acteur et qu'à ce titre, tout le monde a du pouvoir. Alors, cet auteur, c'est Crozier. C'est un sociologue français qui est décédé en 2013. Et son apport, donc, c'est un apport à la sociologie des organisations. Donc la sociologie étudie comment les membres d'une organisation construisent et coordonnent des activités collectives et organisées au sein d'une organisation. C'est lui qui va donner le nom de partie prenante. Alors rappelez-vous, Crozier, sociologue français, c'est grâce à lui qu'on a cette distinction dans les parties prenantes internes et externes, et donc ces parties prenantes vont mettre en œuvre des actions pour inciter et influencer des décisions. Donc ces parties prenantes vont constituer des contre-pouvoirs qu'il va être absolument impossible d'ignorer. Alors qu'est-ce qu'il nous dit sur le pouvoir ? Il nous dit que le pouvoir ne renvoie pas à une conception hiérarchique, mais plutôt relationnelle. Et que finalement le pouvoir d'un acteur repose sur un élément qu'il maîtrise mieux que les autres et dont il se sert pour servir ses propres intérêts. Alors c'est intéressant parce qu'au sein de l'entreprise, ça peut être tout simplement quelqu'un qui va maîtriser quoi ? Une compétence particulière, un lien particulier avec une partie prenante externe, il va maîtriser de la communication, il va maîtriser de l'information, il va maîtriser les règles de l'organisation de l'entreprise. Cette maîtrise particulière va lui permettre d'avoir un pouvoir d'ordre relationnel, et non pas forcément hiérarchique, et il va pouvoir s'en servir dans un jeu de négociation. Et donc c'est pour ça qu'ils vont constituer des contre-pouvoirs difficiles à ignorer. Alors l'influence des parties prenantes, ça c'est la partie centrale du cours. Ces parties prenantes contribuent à la création de valeur ajoutée, et chacun à leur manière. Toutes les parties prenantes qu'on a vues. Et du coup, l'organisation va disposer d'incitations ou de moyens pour obtenir l'adhésion des parties prenantes à cette création de valeur. Alors là, c'est un tableau qui... la source, c'est Yashushi, dans une revue de sciences et de gestion qui date de juin 2017. Alors nous allons regarder un petit peu ce tableau de près. Alors, nous avons d'un côté la création de valeur, dans la première colonne. Première colonne, les parties prenantes, interne, externe, la création de valeur, et les incitations pour contribuer à cette création de valeur.
Alors vous voyez, nous avons ici, donc dans le... Dans, donc voilà, dans ce tableau, nous avons donc dans la première colonne les différentes parties prenantes qu'on a citées tout à l'heure. Dans une deuxième colonne, leur contribution à la création de valeur. Et puis dans une troisième colonne, les incitations pour contribuer davantage à cette création de valeur. C'est-à-dire les moyens dont dispose l'organisation finalement pour faire adhérer l'ensemble de ces parties prenantes à la création de valeur. Alors dans les parties prenantes internes, regardons un petit peu les investisseurs et apporteurs de fonds. Donc là, on va dire que ce sont soit des fonds, soit donc les propriétaires de l'entreprise. En tout cas, ils se distinguent des managers. Donc ils contribuent à la création de valeur, tout simplement parce que eux, ils apportent du capital. Hein. Donc ça permet de minimiser le coût de financement ou d'emprunt. Ça réduit aussi les risques. Et leur incitation pour contribuer, eh bien eux, dans les jeux de pouvoir et de relations, vont chercher à avoir des plus-values et des dividendes. Le manager, qu'est-ce qu'il a le manager? Lui, il a toutes ses compétences pour la gestion de l'organisation. C'est pour ça que dans les conseils d'administration, eh bien, on va chercher effectivement à le nommer. Si c'est un bon manager, c'est quelqu'un qui dirige bien l'entreprise. Et sa compensation, souvent, ce sera à la fois du pouvoir, de la réputation, de la satisfaction, un petit peu des attentes plus d'estime de soi, de reconnaissance psychologique, mais aussi des compensations monétaires sous forme de salaire, de bonus, de stock options. Les salariés, quant à eux, les salariés, bien évidemment, sans eux, pas de création de valeur, puisqu'ils sont au cœur de l'entreprise au quotidien, ils développent un capital humain spécifique, ils travaillent, c'est par leur travail, leur engagement, leur attitude, qu'ils vont créer de la valeur. Alors, ils reçoivent bien sûr un salaire en compensation de ce travail, ça peut être de la promotion, mais ça peut être aussi de la formation, de la motivation, et puis des sanctions si, au contraire, si les performances ne sont pas au rendez-vous, s'il y a des problèmes par rapport aux attitudes et aux comportements. Les syndicats, quant à eux, les syndicats, ils sont là pour résoudre, on a vu, les conflits, pour engager des négociations sur les conditions de travail. C'est le bien-être collectif. Ils vont chercher à favoriser le bien-être collectif dans l'entreprise. Ils vont favoriser la stabilité de l'emploi, etc. Donc, ils sont tout à fait indispensables dans la vie relationnelle de l'entreprise. Et puis, pour contribuer, pour les inciter à contribuer à créer de la valeur, on va les inciter grâce à une stabilité de l'emploi, grâce à la résolution des conflits. Alors, dans les parties prenantes externes, les clients et les utilisateurs, ils créent de la valeur parce que nous avons nos fameux clients ou consommateurs fidèles qui vont faire de la réputation sur les réseaux sociaux. Et eux, ce qu'ils veulent, toujours le meilleur rapport qualité-prix. Ils veulent aussi avoir une communication individualisée vers ceux qui sont les promoteurs de la marque. Beaucoup d'estime. Les fournisseurs, eux, ils contribuent parce qu'ils sont efficaces, ils livrent en temps et en heure, ils réduisent les coûts, ils participent aux innovations technologiques. On va respecter les engagements qu'on a passés avec eux, notamment de paiement, notamment de renouvellement de contrat. Pour tout ce qui est partenaires et alliés, vous voyez ici les communautés locales, les citoyens, le gouvernement, les autorités réglementaires, chacun va contribuer à la création de valeur, de façon un petit peu différente, grâce au support macroéconomique et politique, parce que ça leur donne des licences de travailler, des ouvertures possibles de points de vente, etc. L'incitation, c'est d'avoir une action toujours très licite, de régler ses impôts, etc., etc. Et nous avons vu que pour les ONG, qui seraient plus sur une dimension sociétale, on va respecter les institutions légales, on va chercher à contribuer à l'intérêt commun, et donc l'ONG va participer de la bonne image de marque de l'entreprise.
Voilà. Donc, ce tableau était intéressant de voir que finalement, dans les relations, eh bien, c'est un jeu de pouvoir et de contre-pouvoir. Au centre, il y a l'enjeu de la création et de la valeur de la richesse. Alors, la gouvernance de l'entreprise maintenant. Alors, qu'est-ce que c'est que la gouvernance de l'entreprise? C'est l'ensemble des mécanismes organisationnels qui vont limiter les pouvoirs des parties prenantes. Voilà. Donc, on a un certain nombre heureusement, de mécanismes qui vont limiter les pouvoirs, qui vont les réguler. Alors, quels sont ces mécanismes? Eh bien, vous en retenez 3, les conseils d'administration, les comités d'entreprise et les assemblées générales. Alors, qu'est-ce que font ces conseils d'administration, ces comités d'entreprise et ces assemblées générales? Eh bien, généralement, elles sont là pour nommer les dirigeants. Donc, on voit à quel point le dirigeant, ses compétences, ses performances sont importantes. Donc, elles vont être là pour nommer des dirigeants, voire les révoquer. Elles vont être là pour gérer et déterminer leur rémunération. Et bien sûr, pour travailler avec le dirigeant sur les orientations stratégiques. Donc, vous voyez, c'est vraiment très très important. Ce qui est important dans ces conseils d'administration, ces comités d'entreprise, notamment qui sont à la tête de l'entreprise, c'est eux qui pilotent l'entreprise. Donc là, je vous ai pris l'exemple de Danone, qu'on va voir tout à l'heure, à quel point ils travaillent sur une indépendance des conseils d'administration. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que chez Danone, vous voyez, je l'ai sorti il y a quelques jours seulement, ils ont un administrateur référent, ils ont un taux d'indépendance de 77%, un taux de féminisation qui est monté à 38%, dis donc, ils étaient en retard, un âge moyen de 55 ans, donc c'est pas trop élevé, des administrateurs non français pour un tiers, et 2 administrateurs qui représentent les salariés. Vous voyez? Donc, que veut dire l'indépendance? L'indépendance, ça veut dire qu'un administrateur est indépendant lorsqu'il n'entretient aucune relation de quelque nature que ce soit avec la société, son groupe ou sa direction qui puisse compromettre l'exercice de sa liberté de jugement. Vous voyez, donc ça, c'est un code qui est appliqué, le code AFEP-MEDEF, c'est extrêmement important. Ça veut dire qu'au sein de ce conseil d'administration, 77% des personnes n'ont aucun lien avec la société, n'y travaillent pas, n'ont pas d'action, de près ou de loin, n'ont pas de conflit d'intérêt de quelque nature que ce soit. D'où une certaine indépendance dans les prises de décision et de jugement. Vous voyez, intéressant, ce type d'approche sur la limitation du pouvoir au sein des entreprises. Alors, donc on va essayer de revenir ici. Voilà, le gouvernement d'entreprise, avec cette nouvelle vision, c'est l'ensemble des mécanismes organisationnels et de marché pour contrôler l'exercice du pouvoir en termes de performance économique et sociale. Voilà, c'est ça la gouvernance. Comment faire pour limiter les pouvoirs, en tout cas les contrôler, contrôler l'ensemble de l'exercice du pouvoir en termes de performance économique et sociale. Donc apprenez bien ça, qu'est-ce que ça veut dire la gouvernance de l'entreprise, avec ce cas un petit peu très très d'actualité de Danone. Alors, les modèles de gouvernance, nous avons la gouvernance actionnariale. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque l'entrepreneur, alors vous avez 2 cas, lorsque l'entrepreneur est unique, ou s'il est le principal propriétaire de l'entreprise, il n'existe pas de problème de gouvernance entre l'actionnaire et le dirigeant, puisque c'est le même. Il est actionnaire, il est propriétaire et il dirige. Alors, on peut penser à tous les artisans. En revanche, s'il y a une séparation entre le propriétaire et le dirigeant, il peut y avoir des divergences d'intérêts. Pourquoi? Alors le premier, ce qu'il veut, c'est la rémunération des capitaux qu'il a investis, et il veut une distribution de bénéfices sous forme de dividendes. En revanche, le dirigeant, lui, ce qu'il veut, c'est réaliser des investissements en constituant des réserves, et donc la rentabilité du capital investi, forcément à court terme, ne sera pas la même. Alors, dans les modèles de gouvernance, on a l'autre modèle qui est la gouvernance managériale. C'est un modèle qui prend en compte l'ensemble des intérêts des parties prenantes pour essayer de répondre aux différentes attentes. Donc, l'objectif d'une gouvernance managériale, c'est de réduire les conflits, de susciter l'adhésion de tous. Si l'entreprise a toujours un but lucratif, l'idée c'est que la valeur créée sera à redistribuer en fonction d'une responsabilité sociétale. Voilà, donc on peut dire que, pour conclure, que
les parties prenantes dans l'entreprise, qu'elles soient internes ou externes, influencent les décisions de l'entreprise, bien sûr, puisque selon CRT March, ce sont finalement une coalition, un groupe de participants qui ont souvent des intérêts divergents, mais que le pouvoir finalement ce n'est pas hiérarchique, c'est un jeu relationnel, et donc il nous faut un mode de gouvernance approprié pour réguler, contrôler, limiter ces pouvoirs dans l'entreprise, avec deux modèles de gouvernance, une gouvernance actionnariale par les actionnaires et une gouvernance managériale qui cherche à satisfaire le plus possible les attentes des différentes parties prenantes. Voilà pour ce nouveau chapitre. Vous n'avez plus qu'à passer au questionnaire pour voir si vous avez bien écouté ce que l'on vient de dire.